Alors, Roman Reigns c'est fait, John Cena c'est fait, The Rock c'est fait, bien sûr, évidemment, The Miz c'est fait, Randy Orton c'est fait, Edge c'est fait. Il est où CM Punk? Quand est-ce que vous allez me donner un rôle au cinéma pour CM Punk? Non, parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je le réclame. Je le réclame. I'm this microphone, in that ring, even at commentary. Nobody can touch me. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Fast and Furious Hobbs & Shaw. Un film de David Leitch que vous connaissez forcément puisque c'était le réalisateur de Deadpool 2 et aussi et surtout de deux films plutôt appréciés de la critique, Atomic Blonde qui était sorti je crois il y a 2-3 ans et surtout le premier John Wick. On y retrouve évidemment Dwayne The Rock Johnson et Jason Statham dans leurs rôles respectifs qu'ils avaient déjà dans la franchise, accompagnés d'Eiza Gonzalez, de Cliff Curtis et du Big Dog Roman Reigns. Ouais, lui on va en parler parce que j'ai envie de parler de WWE aujourd'hui, je sais pas pourquoi. This is my yard now. Et c'est un film intéressant à discuter puisqu'il peut être vu sur des tas de configurations différentes, notamment sur la manière dont on va jouer sur The Rock et Jason Statham qui sont deux représentations du film d'action et en même temps du cool et de la classe très intéressantes. Ça peut donner aussi une idée finalement sur l'industrie du cinéma et du film d'action, ce fameux film de genre aujourd'hui. Et c'est aussi intéressant de parler de l'évolution de la franchise qui pour moi, plus que jamais est une institution. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire finalement de ce Hobbs & Shaw dans la mesure où il remplit exactement le cahier des charges qui est utilisé pour un Fast and Furious en règle générale. Alors après voilà, il y aura tout le côté cinéphile qui va se dire que mettre énormément d'argent dans un film comme ça, c'est pas forcément extraordinaire. Et il y a une phrase que j'ai retenue d'Idris Elba qui peut être intéressante là-dessus. Il disait ça dans une interview justement pour faire la promotion d'Hobbs & Shaw quand on lui demandait quelle était sa préférence entre jouer dans un film indépendant et jouer dans un blockbuster. Il a répondu qu'il préférait le cinéma indépendant puisque forcément on était beaucoup plus proche des personnages, mais qu'il aimait aussi beaucoup les blockbusters, je cite, parce que c'était du grand spectacle et que ça permettait de s'évader du quotidien. Et je trouve cette phrase-là assez intéressante, s'évader du quotidien. On peut pas demander ça uniquement d'un film, et c'est aussi ça pour moi le gros problème d'Hobbs & Shaw, puisque moi-même, qui ne vais pas forcément défendre Hobbs & Shaw, mais qui vais pas l'attaquer non plus, pas vous mentir, bon au bout d'une demi-heure j'avais vite fait le tour, je trouve que c'est la représentation d'un Fast and Furious en moins bien, avec beaucoup de détails qui font qu'on retrouve l'esprit Fast and Furious sans véritablement l'égaler, mais ça reste un film qui cherche à faire s'évader son public, ça reste un film qui est volontairement décalé, pas du tout sérieux. C'est sûr que si on regarde ce film-là, environ 14 fois les mecs sont censés mourir dans le film. Si on compare depuis le premier Fast and Furious, je crois qu'on est à 138 morts possibles où les gars sont encore vivants à la fin, et ça remplit le cahier des charges à fond, c'est-à-dire qu'en termes de réalisation, en termes de mise en scène, David Leitch, il fait exactement ce qu'avaient fait la plupart de ses prédécesseurs. Ça fait longtemps, je trouve, dans la saga Fast and Furious que tous les films se ressemblent plus ou moins, mais ça reste une institution. Et ça, David Leitch l'a compris puisqu'il va gérer son film exactement de la même manière que les autres. On va avoir tout ce qui fait d'un film Fast and Furious un Fast and Furious, avec les punchlines de The Rock face à Jason Statham, avec les scènes de cascade qui sont assez peu nombreuses et je trouve un petit peu moins bien maîtrisées que les précédentes. Je parlerai aussi 30 secondes des effets visuels puisque je trouve que les effets visuels de ce film-là sont assez voyants. Par moments, ça m'a sorti un petit peu du métrage puisque Fast and Furious avait toujours cette capacité dans énormément de ses films de gérer directement ses cascades sans forcément tout le temps passer par ordinateur. Ça pouvait évidemment de temps en temps être fait en numérique, mais là je trouve que l'apport du numérique a un petit peu desservi au métrage. On va avoir un scénario bête et méchant au possible et on a les mêmes tenants et aboutissants au sein du métrage, du style on n'abandonne pas sa famille, on fait tout pour la famille, la force de la famille et la force du cœur est plus importante que, je crois dans le 7 c'était toutes les voitures technologiques, dans le 8 c'était un sous-marin et des torpilles, je sais pas ce que ça va donner dans le 9 ou dans le 10, hein, ce sera peut-être la famille plus forte que l'espace si on arrive à aller dans l'espace. Il y a toujours cette même thématique et au final ce Hobbs & Shaw n'apporte quasiment rien à la franchise. C'est du grand spectacle, je vais arriver sur les points positifs après, hein, vous en faites pas puisqu'il y a quand même des choses positives à dire sur le film, mais globalement j'en suis ressorti avec cette idée finalement qu'au bout d'une demi-heure j'avais déjà quasiment fait le tour du métrage puisqu'on avait déjà eu les professeurs Punchline qui nous en avaient donné à cœur joie et on avait une mise en scène qui n'est pas spécialement propre à David Leitch qui pourtant est un des maîtres dans le cinéma d'action aujourd'hui puisqu'on pense à Deadpool, Atomic Blonde, John Wick, c'est quand même des films références dans le film d'action, parfois même un petit peu plus intelligents et avec des thématiques et une envergure beaucoup plus forte que ce qu'on pourrait imaginer. Je pense à Atomic Blonde et à John Wick en particulier. Donc c'est quelqu'un qui sait faire, qui nous a appris comment et ça m'étonne pas qu'il réussisse à ce point, et là c'est avec brio, à reprendre tous les codes d'un Fast and Furious pour nous les incorporer dans Hobbs & Shaw. Le seul souci c'est que ces codes là, on est en droit de se dire qu'on les a déjà vus
et revu et revu, et que le problème c'est que ça devient que l'archétype de l'archétype de l'archétype, si vous voulez, du film d'action qu'on a déjà vu 50 fois, même si on sent à certains moments qu'il a voulu aller un petit peu plus loin que les Fast and Furious. On va découvrir par exemple, c'est pas un spoil puisque dans l'avancement de l'histoire c'est pas très utile, la mère de Deckard Shaw, donc la mère de Jason Statham. On va essayer de développer un petit peu le personnage autour de cette relation-là. L'humanité et le côté à la cool de Dwayne Johnson, donc du Rock, on va l'avoir énormément, surtout vis-à-vis de sa fille qui aura une place importante au sein du métrage, mais ça reste globalement très attendu, très formaté, très convenu une nouvelle fois. On s'attend absolument à tout, malgré, et ça je tiens quand même à le souligner puisque c'est une force du métrage, une bande son qui est exceptionnelle. Là on va avoir une bande son très riche, vraiment très variée, il y en a pour tous les goûts, et la musique sert véritablement à connaître l'émotion des personnages et à retranscrire les personnages au sein du métrage. Et c'est là qu'on va arriver sur The Rock et Jason Statham. Ces deux gars-là n'ont tellement pas besoin de se forcer pour être cool, classe et charismatique que ça en devient presque insolent. Le film est quasiment porté jusqu'au bout pour eux, et c'est vrai que si tu regardes le film jusqu'au bout, c'est parce que l'alchimie qu'il peut y avoir entre Statham et entre Dwayne Johnson, elle est incroyable. C'est d'un côté, et c'est une représentation aussi du cinéma, c'est pour ça que je trouve très intéressant d'en parler, glacial, froid, mais terriblement classe à la Jason Statham, que la filmographie de Jason Statham peut représenter, hormis sur certains films comme Expendables par exemple, qui étaient beaucoup plus drôles. Mais Jason Statham, c'est le côté très british, vraiment la classe à l'anglaise. Et alors toutes les scènes où David Leitch va opposer les deux, je pense à une scène au début du métrage où les deux vont se réveiller, alors t'en vois un qui prépare sa petite omelette super classe, qui est vachement bien habillé, l'autre, The Rock, qui boit ses œufs comme ça, au calme, sans un soupçon de pression. Le premier combat entre les deux, ce sera un combat en différé où t'as Dwayne Johnson avec la voix française de David Kruger, c'est quand même génial, j'avoue que j'ai bien aimé, qui dit que c'est le distributeur de branlée, alors que l'autre, il a un côté beaucoup plus classe quand il va amener les choses, du style j'amène mon petit champagne bien frappé. Il y a une éloquence chez les deux, une prestance, un côté sympathique, un côté cool, un côté vraiment ultra samoan. C'est pour ça aussi que le film se termine sur les îles Samoa et qu'on découvre véritablement l'aspect familial qui lie véritablement les Usos, donc les frangins. Jason Statham, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus classe, c'est beaucoup plus british, c'est plus violent aussi. Tu sens que le réalisateur et les scénaristes, ils ont pas uniquement compris les deux personnages, mais ils ont compris les deux acteurs et ils ont compris à qui ils avaient affaire, à qui se destinait le métrage, à qui se destinaient les fans de Dwayne Johnson et de Jason Statham, et même leur filmographie. La dualité entre deux genres du cinéma d'action qui aujourd'hui ne s'opposent plus mais ont tendance à coexister. C'est ça aussi l'institution Fast and Furious, c'est qu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui participent à Fast and Furious, qui sont ultra reconnus, et quand je vois qu'aujourd'hui la salle était véritablement pleine à craquer, je pense que c'est comme ça dans toute la France. Quand on pense que c'est l'un des plus petits démarrages de la franchise, c'est vous dire l'institution incroyable pour la France et pour même le monde entier qu'a instauré cette saga Fast and Furious. C'est pour ça aujourd'hui que c'est pas étonnant de voir Kurt Russell dans un Fast and Furious, de voir Charlize Theron, de voir Idris Elba. J'ai vu Hobbs & Shaw, je me suis dit Idris Elba est beaucoup trop bon pour ce qu'on lui fait faire. Son rôle est bête et méchant au possible, il s'affirme, et c'est voulu en même temps, comme le méchant de base directement, il a zéro nuance d'Idris Elba, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Mais l'institution fait que, je crois que Matt Damon a signé pour le prochain Fast and Furious, ou en tout cas c'était dans les papiers. Ouais, tu te rends compte à un moment donné que énormément d'acteurs de prestige, enfin Kurt Russell, oui d'accord c'est le cinéma d'action, un petit peu à la Carpenter, certes, mais c'est aussi un acteur qui est capable d'avoir une palette d'acting exceptionnelle. Charlize Theron, pareil, je veux dire c'est une des maîtresses aussi du cinéma d'action, depuis Atomic Blonde, Mad Max Fury Road, etc. Mais elle est capable de beaucoup plus, et quand tu vois des acteurs comme ça, de cette trempe-là arriver dans Fast and Furious, et ce film-là, par la dualité entre les deux personnages, propose toutes ces différences autour du cinéma d'action. Et là on va arriver sur le point qui fâche, le point Roman Reigns. J'étais un grand fan de la WWE, la World Wrestling Entertainment, de 2008 à 2013, alors pour tous ceux qui connaissent un peu, ça correspond aux dates de premier titre de CM Punk à départ de CM Punk, enfin début 2014 je crois, juste après le Royal Rumble. Il s'est barré, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. J'ai grandi fut un temps aussi avec ça, j'avais mes catcheurs préférés, donc forcément CM Punk, j'aimais beaucoup Chris Jericho, Edge. Aujourd'hui, je pense que si je devais vous en citer quelques-uns, ce serait Finn Balor, Samoa Joe, Bray Wyatt, j'aime beaucoup aussi, et Roman Reigns. Roman Reigns, il se prend un torrent de haine depuis la fin du Shield, depuis le début de sa carrière, alors que c'est un mec qui a l'air d'être un mec en or. C'est des gars qui sont entiers, qui n'ont pas de façade, qui sont entiers, qui vont dire ce qu'ils pensent, le mec a vaincu une leucémie. Et là, tu le retrouves au cinéma dans un rôle où il n'a aucun dialogue. Faut pas vous attendre à grand chose, le mec n'aura strictement aucun dialogue. Et pourtant il est là, et c'est son premier univers au cinéma, et la distinction, et le dernier sujet que je voulais aborder, c'est celui des lutteurs de la WWE qui font le grand écart pour aller au cinéma. Il y en a qui ont réussi, Hulk Hogan a fait beaucoup de choses dans l'univers de la télévision, je crois. Le Rock, évidemment, John Cena, évidemment, on a Edge qui est dans Viking récemment, et il y en a qui essayent de se sortir un petit peu du WWE Studio, puisque oui, ça existe, hein, c'est la société de production de films WWE. Tous les mecs un petit peu comme Randy Orton, comme Le Miz, ont fait The Marine 4, 5, 6 ou 12 Rounds 3, 4,
4, 12, enfin je sais plus combien il y en a. Et Roman Reigns a tenté d'aller un petit peu plus loin. Et si je voulais en parler, c'est parce qu'il représente ce côté familial, encore une fois, qui ressort du film, qui va être capable, quoi qu'on en dise, de parler à tout le monde. Et si même moi, ce n'est pas spécialement le genre de film que j'apprécie, il est authentique, il est vrai, il est comme Roman Reigns. Et moi, Roman Reigns, je suis content de l'avoir vu dans ce métrage-là, parce que c'est un gars qui revient de terriblement loin, que ce soit de santé, que ce soit dans l'univers du catch. C'est un mec qui a un cœur en or, et c'est surtout un gars qui a une puissance, je trouve, psychologique, et qui a un mental extraordinaire pour être là où il en est aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a vécu. Donc voilà, je voulais juste saluer Roman Reigns, j'ai pas grand chose à dire sur sa performance, puisqu'à part m'être inspiré, il y a énormément de plans qui sont considérés exprès pour Roman Reigns, pour qu'on voit, regarde, il y a Roman Reigns qui est là, alors que son personnage ne sert strictement à rien. C'est du fanservice, mais c'est mérité pour Roman Reigns, je trouve, parce que c'est un gars qui a un cœur, et c'est important dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où l'appât du gain est vraiment exceptionnel, d'avoir un gars qui, je pense, a su rester entier. Un peu comme un Charles Hunnam, par exemple, qui envoie chier les réseaux sociaux à longueur de temps, parce que c'est un mec entier, il a pas que ça à faire, et je trouve que ça à saluer. Toute petite micro-partie spoiler juste avant, donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. On va spoiler juste 2 ou 3 petits caméos qu'il y a dans le film, et puis ensuite, la conclusion, hein, pour tous ceux qui ne se sont pas arrêtés maintenant. Attention, c'est maintenant. Very first day, first take, bang. Pour faire plaisir au réalisateur David Leitch, je pense, on a un caméo, en tout cas on a même un rôle, je pense plus qu'un caméo, pour Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, et c'est pour ça que je vous dis que ce film n'apporte pas grand chose. Ryan Reynolds fait du Ryan Reynolds, il est là, et ça c'est quand même incroyable, pour la scène post-générique, de spoiler la fin de Game of Thrones. J'ai regardé ça, je me suis dit, oh, mais en plus c'est un spoil massif, j'ai fait putain, pour tous ceux qui sont en train de regarder. Ça faut oser, parce que le spoil de Game of Thrones dit par Ryan Reynolds juste avant de passer sur le générique, c'est exceptionnel, mais alors il y a des gens qui vont se dire, mais Nick, mais pourquoi tu m'as sorti ça? On a Kevin Hart aussi qui a un tout petit rôle, un tout petit caméo. C'est le pote à Dwayne Johnson, le nombre de films qu'ils ont fait ensemble entre Jumanji. Kevin Hart fait du Kevin Hart. On a pas mal de petits caméos comme ça qui sont pas forcément très utiles. Ça va être là pour plaire aux spectateurs, ça va être là aussi pour des raisons relationnelles, je pense, vis-à-vis du réalisateur qui a dû dire à Ryan Reynolds, viens, ça t'intéresse d'être dans Fast and Furious. Kevin Hart qui est pote avec le Rock, qui a dû se dire, ah, ça te dit d'avoir un petit caméo, ça va être rigolo. Le fait est que l'humour suffit largement entre Jason Statham et le Rock pour rajouter ces deux personnages-là. Ryan Reynolds, je l'adore, donc je serai pas forcément objectif. Je trouve que c'est un acteur, dès qu'il fait du Ryan Reynolds, il a un capital pareil sympathie et il a une prestance, un charisme à l'écran qui est vraiment très intéressant. Ça c'est pour la partie spoil, je voulais pas le dire hors spoil parce que je considère que voir Ryan Reynolds dans le film, si tu le sais pas, ça peut être une vraie bonne surprise. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Hobbs & Shaw? C'est conforme à tout ce qui se fait dans Fast and Furious, en un petit peu moins bien, peut-être que ça montre ses limites, peut-être qu'à un moment donné on est en train de se dire, oui mais quel est l'apport de ce cinéma-là? Le fait est que combiner deux cinémas d'action, deux registres, les opposer pour au final les lier, je trouve que si on va un petit peu plus loin dans le film que le simple scénario bête et méchant, l'histoire, les cascades, etc. qu'on a vu 1000 fois, opposer le Rock et Jason Statham, c'est intéressant. Reste à savoir si vous, ça vous intéresse, évidemment, je suis peut-être le seul.